applaudissements, s'il vous plaît, pour Uber Eats. Astrophysicien, président de l'association Humanité et Biodiversité, Uber Eats, un grand merci à vous d'être là ce soir. Le micro est à vous. Je vous retrouve tout à l'heure pour une petite partie de questions-réponses. Je vous laisse le micro. Merci. Est-ce que vous entendez? Jusqu'à l'arrière, vous entendez bien? Oui? Parce qu'un jour, comme ça, j'ai fait une conférence et à la fin, j'ai demandé est-ce qu'il y a des questions? Et les gens m'ont dit on n'entendait rien. Alors, évidemment, si vous restez passif, moi, je n'ai plus rien. Donc, je vous fais confiance. S'il y a un problème, c'est mieux comme ça? Oui? Je vous fais confiance donc, pour avoir votre réaction. Alors, voilà. Donc, on est devant un énorme problème qu'on peut épeler par le nom que j'ai donné à cette conférence, l'avenir de la vie sur la Terre. Et ça, c'est notre grand problème. Personne ne le connaît, mais nous savons que les menaces sont multiples et qu'il faut réfléchir pour voir d'où ça vient et comment ça se fait que nous sommes pris dans ce problème aujourd'hui, qui est un problème relativement récent. Quand j'étais enfant, on ne parlait pas d'écologie, on ne parlait pas d'environnement, il n'y avait pas toutes ces menaces. On a vu ça progresser au cours des années 70, 80, 90, quand on a compris qu'on émettait de plus en plus de gaz carbonique parce qu'on avait multiplié le nombre de voitures et que ce gaz carbonique pouvait avoir un effet négatif sur nous. Je me souviens d'une période où on disait non, écoutez, soyez raisonnables, la Terre est grande, les voitures, un peu de gaz carbonique, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, on a compris que c'était vraiment un problème. Et c'est le problème dont je veux parler aujourd'hui. Et je vais commencer par citer un vers d'un poète allemand qui s'appelle Hölderlin et que j'ai choisi comme titre d'un de mes livres et comme titre de cette conférence. Hölderlin est un poète allemand qui vivait vers le 1820-1830 et qui écrit ces deux vers qui sont les éléments essentiels de ce dont je veux parler. Là où croit le péril, eh bien, il y a péril, nous le savons. Il y a des choses inquiétantes qu'il faut connaître, mais il ajoute « croit aussi ce qui sauve ». Et ça aussi, c'est important de le savoir. Il y a à la fois du péril, mais des choses qui sauvent. Et vous le voyez ici, l'implication de la Maïf dans ces problèmes justement d'environnement et tout ça, eh bien, sont un signe très positif dont on peut se réjouir. Donc, il faut les deux messages. Il faut dire aux gens ce qui est, ne pas cacher la réalité, ne pas se mettre la tête dans le sable, mais dire aussi, ça n'est pas une partie perdue. Il y a énormément d'éléments aujourd'hui qui permettent de penser que les choses peut-être n'iront pas si mal après tout, et peut-être beaucoup mieux. Personne ne connaît l'avenir, mais tout cela est en préfiguration aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de regrouper, parce qu'on a tellement d'échos différents, de choses horribles, de destruction de la nature et tout ça, et en même temps, nous avons énormément d'éléments positifs qui nous arrivent d'un peu partout, les progrès de la médecine, les progrès justement dont on a entendu parler tout à l'heure. Alors, j'ai essayé de regrouper les deux pour essayer de comprendre, c'est un peu arbitraire, en disant, on va raconter deux histoires. Je vais vous raconter deux histoires. Et ces deux histoires sont des histoires qui nous touchent de près et qu'il faut essayer de réconcilier. Alors, il y a deux histoires. La première histoire, que j'appelle la belle histoire, c'est en fait notre histoire. C'est comment nous en sommes venus à exister aujourd'hui, être ce que nous sommes avec notre corps humain, qui est une merveille sans nom, qui nous permet de comprendre, qui nous a permis de résoudre, de connaître les lois de la physique, de connaître la médecine, de connaître tout ça. L'être humain, le corps humain est une merveille. Ça, c'est le premier point. Mais comment cela est-il arrivé? Comment en sommes-nous arrivés à être ici aujourd'hui? Eh bien, ça, c'est ce qu'on peut appeler la belle histoire. La belle histoire, elle commence il y a 14 milliards d'années.
elle implique des étoiles, des galaxies, des atomes, des molécules, des quantités de choses que nous commençons à comprendre aujourd'hui et qui font ce qui est nous, ce qui nous a permis d'être là. Alors, elle commence il y a 14 milliards d'années, mais notre connaissance de cette histoire est beaucoup plus récente. Elle date d'environ un petit peu moins d'un siècle. Ça commence quelque part en Californie, quand on commence à avoir de gros télescopes qui nous permettent de voir très loin dans l'espace, et quand des gens, comme en particulier M. Edwin Hubble, un des astronomes de cette époque, observe les galaxies avec ces télescopes très puissants qu'on vient de mettre en jeu, et va découvrir une quantité de choses qui vont être fondamentales pour nous raconter justement cette histoire. La science, souvent, nous donne des résultats obtenus avec des appareils techniques, scientifiques, des résultats qui ont un impact très grand sur toute la pensée humaine. Et Hubble est un de ceux qui ont joué ce rôle. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Qu'est-ce qu'il découvre pour nous? Bien, avant cette période, on connaissait bien les étoiles, mais on connaissait très peu de choses de la structure de l'ensemble de l'univers. On connaissait très peu, on avait très peu de connaissances à très grande échelle. Et lui va identifier d'abord les galaxies. Alors, les galaxies, pour ceux qui ne sont pas familiers, voici une image d'une galaxie. Une galaxie, c'est un nombre d'étoiles, plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Notre Soleil fait partie de notre galaxie, qui est la Voie lactée, qu'on voit très bien l'été au-dessus de nos têtes, au mois d'août en particulier. Les galaxies sont comme les briques de l'univers. On peut dire notre univers, c'est quoi? C'est beaucoup, beaucoup de galaxies. Ces galaxies, maintenant, avec des instruments, on peut dire combien il y en a. Il y en a, eh bien, tenez-vous bien, le nombre est de également plusieurs centaines de milliards. Il y a plusieurs centaines de milliards de galaxies contenant chacune des centaines de milliards d'étoiles comme le Soleil. Ça, c'est Hubble et les astronomes qui nous ont appris cela, alors qu'on pensait vivre dans un univers pendant longtemps. On a pensé que la Terre était le centre du monde. Après, on a découvert que les planètes tournaient autour du Soleil. On a découvert le système solaire. On a découvert, grâce à Hubble et à ses collègues, tout ça, ça se passe en Californie dans les années 1920-1925. Et on a maintenant un document de quoi ça a l'air l'univers. De quoi ça a l'air l'univers dans ses plus grandes dimensions. Mais je vais vous montrer un document historique qui va vous donner une idée de ce que c'est que l'univers pris dans ses grandes dimensions. Voilà. Ça, c'est... Oups, on n'a pas dit... Ah, voilà. Voilà. Chaque petit point sur cette image, chaque petit point ici, des plus petits aux plus gros, ce sont des galaxies. Et la question, évidemment, se pose... Ça, c'est le nombre de galaxies que nous pouvons voir avec nos télescopes. Nous soupçonnons qu'il y en a beaucoup plus que ça, et la question se pose, quel est le nombre de galaxies, comprenant celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas? Est-ce que ce nombre est un nombre fini ou si c'est un nombre infini? Eh bien, on n'a pas de réponse nette et définitive à cette question, mais des indications assez fortes que le nombre de galaxies dans l'univers est infini. C'est-à-dire que l'univers est infini. C'est une question qui se posait déjà chez les Grecs il y a 2000 ans. Aujourd'hui, on n'a pas une réponse définitive, mais des éléments de réponse. On peut considérer donc que Hubble et les astronomes nous ont appris les dimensions fantastiques de notre univers. Nous habitons sur une petite planète autour d'une étoile tout à fait ordinaire, qui est le Soleil, qui vit dans une galaxie, et ces galaxies, il y en a un très grand nombre. Donc voilà un des éléments importants de notre recherche sur qu'est-ce que c'est que notre univers dans lequel nous sommes nés un jour, dans lequel nous vivons. Mais là, Hubble va apporter une autre nouvelle, une autre information tellement étonnante, tellement stupéfiante que lui-même n'y croira pas.
et que ses étudiants le rassuraient en lui disant « Mais non, ça va, ce que vous avez trouvé, c'est tout à fait valable. » Eh bien, qu'est-ce qu'il a trouvé, Hubble, qui va changer complètement notre rapport à l'univers? Je vais vous le décrire de la façon suivante. D'abord, qu'est-ce qu'il fait, Hubble? Eh bien, il a son télescope, il a ses galaxies, et qu'est-ce qu'il peut faire? Bien, il peut mesurer, comme on fait avec des instruments de mesure. Et il va mesurer quoi? Il va mesurer la distance des galaxies, à quelle distance sont-elles de nous, mais il va pouvoir mesurer aussi leur vitesse, c'est-à-dire dire si elles se rapprochent ou si elles s'éloignent de nous. Un peu ce que font les flics sur l'autoroute quand ils vous collent un PV parce que vous allez trop vite, par la même méthode, ce qu'on appelle les méthodes Doppler, d'effet Doppler. Il va mesurer pour un grand nombre de galaxies. Il ne peut pas en voir autant que ça à ce moment-là. Ces instruments sont quand même beaucoup moins puissants que ceux qu'on a aujourd'hui. Mais il va faire un catalogue dans lequel il va mettre telle galaxie, telle distance, telle vitesse. À quoi il s'attend? Eh bien, a priori, il s'attend qu'il y en a qui se rapprochent, il y en a qui s'éloignent. C'est un peu le cas si vous regardez les étoiles. Il y en a qui s'approchent, d'autres qui s'éloignent. Ce n'est pas ça qu'il trouve. C'est absolument pas ça. Il trouve quelque chose de totalement différent. Qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Et d'une façon très particulière que vous allez comprendre dans le schéma suivant. Voilà, donc au centre, il y a l'œil de Hubble. Les petits points, ce sont les galaxies. Les flèches, ce sont les mouvements. Petite flèche, petit mouvement. Grande flèche, grand mouvement. Vous voyez comment le mouvement des galaxies dans l'univers est extrêmement structuré. Celles qui sont proches de nous s'éloignent lentement. Celles qui sont loin s'éloignent plus rapidement. Alors, n'en concluez pas, parce que j'ai mis l'œil de Hubble au centre, que nous sommes au centre de l'univers. Toutes les galaxies, tous les observateurs sur n'importe quelle galaxie qui regarderaient et qui effectueraient ces manipulations verraient la même chose. C'est une caractéristique de l'univers, nous sommes dans un univers qui est, le terme consacré, c'est en expansion. En expansion, ça veut dire que dans le passé, les galaxies étaient plus proches et à l'avenir, elles seront plus loin. Alors, cela apporte un message. Contrairement à ce qu'on croyait cette fois depuis 2000 ans, ce qui avait été affirmé par Aristote, Aristote disait « l'univers a toujours existé, il existera toujours, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement de mouvements globaux ». Il montrait que Aristote se trompait, ça n'est pas le cas. Notre univers, effectivement, n'est pas quelque chose de statique, de stationnaire, mais quelque chose qui est en mouvement. Ça implique que notre univers a une histoire. Ça, c'est la grande information. Ça veut dire que le passé est différent du présent, qui sera différent de l'avenir. Si rien ne change, il n'y a pas d'histoire. Évidemment, c'est toujours pareil, il n'y a pas d'histoire à raconter. Du coup, toute la communauté scientifique va se rendre compte progressivement qu'ils ont changé de métier. Ils sont devenus maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une histoire à raconter? On devient des historiens. Donc, les techniques vont être très différentes. Ça va impliquer des fossiles, ça va impliquer l'essai. L'idée, ça va être de reconstituer l'histoire de l'univers. Et en gros, ce que les scientifiques maintenant essaient de faire, c'est reconstituer qu'est-ce qui s'est passé dans cet univers entre le moment le plus ancien, aujourd'hui on le date à 13,8 milliards d'années, c'est ce qu'on appelle l'âge de l'univers. Ça ne veut pas dire que c'était le début, ça veut dire que c'est le début de ce qu'on connaît. On ne connaît rien, on n'a aucune indication sur ce qu'était l'univers avant 14 milliards, on va arrondir à 14 milliards, avant 14 milliards d'années. Mais là, on va essayer par tous les moyens d'essayer de raconter quelle est notre présence à nous, comment nous nous inscrivons dans cette histoire. Bien sûr que maintenant que nous savons que nous sommes dans un grand contexte historique, notre vie à chacun de nous, de notre naissance à aujourd'hui jusqu'à plus tard, devient un chapitre de l'histoire du cosmos. Vous voyez, on a changé complètement de vision. Auparavant, on disait tout ça, ça ne bouge pas, c'est toujours existé, c'est toujours pareil. Maintenant, nous avons les preuves que ça n'a pas toujours existé dans l'état où c'est et qu'il y a à reconstituer une histoire.
Alors, comment peut-on reconstituer une histoire comme celle-là? Eh bien, nous avons deux techniques, deux méthodes. La première, c'est par l'astronomie, justement, en étudiant l'univers dans ses plus grandes dimensions, dans tous ses plus grands détails. Donc, encore une fois, avec des télescopes toujours plus puissants. Et aussi parce que cet univers obéit à des lois, parce qu'il y a des lois de la nature, qu'il faut les connaître. Si on veut reconstituer le passé de l'univers, il faut savoir quelles sont les lois auxquelles il obéit. Et donc là intervient la physique, et en particulier les accélérateurs, comme celui qui est à Genève, cet accélérateur qui fait 27 km de circonférence. Et si vous voulez avoir une idée de ses dimensions, ça c'est un physicien. Vous avez une idée de la dimension des chambres de mesure. Et c'est grâce à tout cela qu'on va essayer et qu'on essaie progressivement depuis cette période de reconstituer ce passé et de voir comment nous en sommes arrivés à exister, justement. Alors, un autre document important, je vais vous montrer un second document important, qui lui est plus récent, 1965. En 1965, un peu auparavant, en fait, un grand physicien que j'ai eu comme professeur quand j'étais à l'université aux États-Unis, et qui était un homme très, très drôle, qui aimait beaucoup raconter des histoires. Il s'appelle Georges Gamow. Alors, il commençait toujours ses cours en nous racontant les dernières histoires qu'il avait entendues, et puis ensuite, il riait de ses propres histoires, qui n'étaient pas vraiment très drôles, mais nous, on riait poliment, et puis ensuite, on attendait que M. Gamow ait fini de rire de sa propre histoire et qu'il continue à nous raconter l'histoire du cosmos. Alors, Gamow s'est dit ceci. Il s'est dit, bon, prenons au sérieux cette idée que l'univers est en expansion. Beaucoup de personnes étaient très, très critiques derrière cette idée, et c'est normal, en science, il est normal de critiquer, de ne pas se laisser raconter n'importe quoi. Donc, il fallait des preuves. Est-ce qu'il y avait d'autres preuves que ce qu'on connaissait déjà? Et Gamow a dit oui. Eh bien, on va se dire, imaginons effectivement que ça soit correct, donc que l'univers est en expansion. Ça veut dire que dans le passé, il était en contraction. Les galaxies étaient plus rapprochées. Et là, Albert Einstein, quelques années auparavant, en 1915, avait montré que un univers qui est en expansion, c'est un univers qui est en refroidissement. C'est ce qui se passe quand vous comprimez un gaz, vous le réchauffez, quand vous le détendez, il se refroidit. C'est ce qui se passe dans les frigos, c'est ce qui se passe dans les voitures, évidemment. Et Einstein a montré, et là, ce n'était pas simple, mais il l'a fait, que l'univers qui, dans le passé, était plus dense, était aussi plus chaud, que cet univers devait être beaucoup plus chaud. Et il s'est dit, oui, mais jusqu'à quelle température a-t-il été dans l'univers? Parce que nous savons aussi que quand vous chauffez de la matière, elle brille. C'est ce qui se passe si vous allez dans une forge, vous allez voir des forgerons qui vont faire fondre le métal, et vous savez qu'après un certain temps, la fonte devient rouge, lumineuse, ensuite elle devient orange, elle devient jaune. Quand vous augmentez la température, elle traverse l'arc-en-ciel. Donc Gamow s'est dit, si c'est vrai que l'univers était plus dense dans le passé, ça veut dire qu'il était plus chaud et qu'il était beaucoup plus lumineux. Alors il s'est dit, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé de cette gigantesque lumière qui existait vraisemblablement, selon ses arguments, que les premiers temps de l'univers devaient être un flash absolument fantastique, extrêmement lumineux. Et il s'est dit, qu'est-ce qui en est arrivé? Est-ce qu'elle est disparue, cette lumière, ou où est-elle passée? Et alors, il a fait quelques calculs et il est arrivé à l'idée que la lumière initiale du flash devait encore exister aujourd'hui sous forme d'une lueur très pâle, très peu énergétique, uniforme partout dans l'espace. Et il a prévu que cette lumière-là, on devait pouvoir aujourd'hui encore la détecter. Non pas comme une lumière visible à nos yeux, mais dans les émissions radio, l'équivalent des radios, l'équivalent en fait des ondes millimétriques, des ondes que nous utilisons pour
nos fours à micro-ondes. Et là, il est arrivé en 1965, ça c'est le second événement, que cette lumière a été détectée par des satellites qui cherchaient tout autre chose, personne n'y croyait vraiment, et que c'est le document majeur aujourd'hui qui nous donne des renseignements sur ce qui se passait il y a à peu près 14 milliards d'années. C'est une photo réelle, ce n'est pas une image de synthèse, c'est une photo réelle que vous allez voir parce que je crois que c'est un document qui est important pour toute la culture humaine, de savoir, d'avoir des renseignements sur ce qui était l'aspect visible comme à la télévision, c'est-à-dire que c'est les mêmes ondes que pour la télévision, et c'est ce rayonnement qu'on a appelé le rayonnement fossile. C'est la plus vieille image du monde. Vous allez la voir, c'est pratiquement au début, pratiquement juste après le Big Bang. Elle a été découverte par hasard, encore une fois, par des ingénieurs de la Bell Telephone. À cette période, j'étais aux États-Unis, je travaillais à la NASA, et la NASA lançait des satellites, et puis elle les perdait. C'est-à-dire qu'on pouvait suivre ces satellites aussi longtemps qu'ils étaient dans l'horizon, mais quand ils sortaient de l'horizon, on les perdait. Alors la NASA avait demandé à ses ingénieurs, voici les découvreurs de ce rayonnement, Penzias et Wilson, avec des radiotélescopes très primitifs à cette période, on leur avait dit, rétablissez le contact avec les satellites quand ils sont ailleurs sur la Terre. Donc, choisissez la longueur d'onde qu'il faut et tout cela. Ce qu'ils ont fait, ils ont pu recontacter les satellites partout dans leur orbite et tout marchait très bien. Tout marchait trop bien. Marchait trop bien parce que même quand il n'y avait pas de satellite, ça continuait à mesurer. Ça continuait à avoir des bruits de mesure, comme des instruments qui continuent à détecter des choses. Et la question, c'était, qu'est-ce que c'est que ce bruit qui est enregistré par ces instruments, même quand il n'y a pas de satellite? Alors, les gens ont dit, c'est peut-être un tel qui est en train de se raser dans la pièce en dessous avec son rasoir électrique. Il n'y avait personne qui se rasait. On a dit, ça doit être encore l'armée américaine qui fait des armes secrètes. L'armée américaine a dit non, on ne fait rien de ce genre-là. Pendant un an, on s'est demandé qu'est-ce que c'est que cette friture, ce qu'on appelle la friture, qu'on entend dans ces radiotélescopes. Et finalement, on a découvert que ce rayonnement, d'abord, ne changeait pas tout au long de l'année, était partout dans toutes les directions où on tournait les télescopes, et on a découvert que c'était effectivement ce que Gamow avait prévu comme étant un résultat de si c'était vrai que l'univers avait été très chaud dans le passé. Ça, c'était un grand moment, 1965. Je vais vous le montrer, ce document, parce que ça vaut la peine. Ce document, c'est un petit peu, vous allez voir ce que vous auriez vu dans le ciel, si vous aviez pu regarder. Il est en fausse couleur. Il n'y a pas de couleur avec les ondes radio. Mais ce qui est vrai, c'est les dégradés que vous allez voir. Et c'est un petit peu les températures différentes selon les différentes directions. Alors, je ne pourrais pas vous dire comment on a découvert ça, ni comment on va l'interpréter, mais c'est important que vous le voyez. C'est aujourd'hui le document majeur qu'on utilise pour comprendre, pour avoir des renseignements en direct sur les premiers temps du cosmos. Voilà, c'est ce document qui est là, et à partir duquel nous avons extrait les informations que je vais vous donner maintenant. Qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'est-ce que ça nous a raconté, cela? Eh bien, pour en parler, je vais parler un peu de l'univers présent. Notre univers aujourd'hui est extrêmement structuré. Nous avons des systèmes, des structures pratiquement dans tous les domaines de dimension. Dans les plus grandes dimensions, nous avons les galaxies. Vous avez vu l'exemple d'une dimension gigantesque. La lumière met 100 000 ans pour traverser une galaxie. Et puis ensuite, si on descend dans les dimensions, on arrive au niveau des étoiles, des planètes, des comètes. Vous avez tous suivi, j'imagine, l'expérience de Rosetta et de Philae, cette sonde qu'on a déposée sur une comète. Et puis, en continuant dans l'échelle des dimensions, nous arrivons sur la Terre où il y a 10 millions au moins
de structures vivantes, plantes et animaux, toute l'admirable variété de la vie sur la Terre. Et puis on continue, on descend dans les dimensions plus petites, on arrive au niveau des virus, des bactéries, de tout cela. On continue, on arrive au niveau des molécules géantes, l'ADN, qui fait partie de notre génome. Et puis à des dimensions encore plus petites, nous arrivons aux molécules simples, de l'eau, du gaz carbonique, du méthane, de l'ammoniac. On continue, on arrive au niveau des atomes, le carbone, l'azote, l'oxygène. Je vais vous demander de ne pas faire de flash, s'il vous plaît. Merci. Les atomes, et puis ensuite le noyau des atomes, et puis ensuite nous arrivons aux protons, aux neutrons. Nous sommes dans un univers extrêmement richement structuré dans toutes les dimensions, les plus gigantesques jusqu'aux plus petites. Eh bien ça, dans le passé, c'est très, très, très différent. On peut le résumer en une phrase. L'univers le plus ancien est sans structure. Il n'y avait pas de galaxies, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de planètes, de comètes, d'astéroïdes, de satellites. Il n'y avait pas d'êtres vivants, bien sûr. Il n'y avait pas de virus ou de bactéries. Il n'y avait pas de molécules géantes, ni même de petites molécules. Il n'y avait pas d'atomes. Il n'y avait même pas de carbone, d'azote ou d'oxygène. Il n'y avait même pas de noyau atomique. Ça, c'est la caractéristique nouvelle que nous découvrons. Que la différence fondamentale entre l'univers d'aujourd'hui et l'univers du début, c'est qu'il est totalement instructuré. Et cela va raconter l'histoire de l'univers. C'est comment on est passé de cet état instructuré jusqu'à l'état hautement structuré aujourd'hui, dont une des structures les plus complexes et les plus performantes qui existent, c'est le cerveau humain. C'est, en tout cas sur la Terre, peut-être qu'il y a autre chose ailleurs, mais sur la Terre, le cerveau humain, chacun d'entre nous, nous sommes un résultat de cette histoire du cosmos. Et l'histoire de l'univers, on va dire, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. C'est cette histoire que nous essayons de raconter. Aujourd'hui, nous en connaissons beaucoup de choses. Il reste encore beaucoup de choses à comprendre, mais nous en connaissons beaucoup de choses sur l'apparition, le fait que ce sont les étoiles qui ont formé les atomes, que la vie s'est formée sur notre planète. Chacun de ces éléments constitue, nous avons une chronologie assez bien développée maintenant dans laquelle nous pouvons faire reconstituer ce que nous appelons la pyramide de la complexité. C'est un peu l'analogue, comme dans l'écriture, entre les lettres, les mots, les phrases, les paragraphes et tout ça. Nous passons d'étages de plus en plus complexes. Alors, nous commençons au début, ce qu'il y avait, c'est un magma extrêmement chaud, des milliards de degrés, constitué de particules élémentaires, qui sont, à notre connaissance, les électrons de notre courant électrique, et une autre particule qui s'appelle les quarks, Q-U-A-R-K. Ce que nous identifions aujourd'hui comme le magma initial, ce sont ces particules, et dont l'histoire ensuite va se passer. L'analogie est bonne entre les lettres, les mots et les phrases. Le langage, il est fait de quoi? Initialement, ce sont des lettres. L'écriture sont des lettres. Ensuite, on associe des lettres pour faire des mots, et on associe les mots pour faire des phrases, et il y a un élément qui intervient que nous appelons des propriétés émergentes. Par exemple, je vais dire B, L, E, U. Quand j'ai dit U, une image est venue dans votre tête, c'est la couleur bleue. Quand j'ai dit B, vous n'avez pas pensé à bleu. Vous n'avez pensé à bleu que lorsque j'ai mis les 4 lettres en place et que ça c'est venu dans votre tête. Ensuite, je refais le même jeu. Je dis « le ciel est bleu ». La même chose. Là, j'ai associé des mots pour en faire des phrases. Je peux associer des phrases pour en faire des paragraphes, pour en faire des chapitres, pour en faire des livres, pour en faire des collections. Tout notre savoir, toute notre information est stockée dans ce petit jeu de la nature qui est ce jeu que nous reproduisons
de la même façon, donc pour le jeu de l'écriture, pardon, et de la même façon, la nature, je ne sais pas qui c'est la nature, je dis la nature comme ça, la nature joue depuis 14 milliards d'années ce même jeu. Elle met ensemble des quarks et des électrons. Avec les quarks, elle fait des protons et des neutrons. Avec les protons et les neutrons, elle fait des noyaux atomiques. Avec les noyaux atomiques, elle fait des atomes. Elle fait des molécules. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Chaque étape est composée de l'étape en dessous. Chaque marche de l'escalier est composée de la marche en dessous et compose la marche au-dessus, toujours avec ce que nous appelons des propriétés émergentes. Et pour vous donner une idée, nous sommes, nous, composés, notre corps, en dernière analyse, il est composé de quarks et d'électrons. Le nombre de quarks et d'électrons qu'il y a dans le corps humain est gigantesque. C'est à peu près 1 avec 29 zéros. C'est ce que vous douchez ou que vous touchez quand vous touchez à votre corps. C'est 1 avec 29 zéros quarks associés dans cette admirable structure qui s'appelle le corps humain. Et maintenant, je vais vous proposer un petit exercice. Vous allez fermer les yeux et vous allez dire « j'existe ». Vous allez prendre conscience de votre existence. Prendre conscience que vous êtes à une conférence d'astronomie, à Lille, à la Maïf et tout cela. Et là, vous dire que là, vous venez de faire un des actes, une des performances, une des prouesses les plus extraordinaires qui a été fait dans l'univers aujourd'hui, simplement d'être capable de prendre conscience de votre existence. Cela a requis que 1 avec 29 zéros, quarks et électrons, se soient combinés, associés au cours des âges dans toute l'évolution de ce qui est notre passé, de l'évolution darwinienne, de l'évolution des étoiles, des galaxies, des quantités de réactions un peu partout, quelquefois d'une grande violence, d'autres fois beaucoup plus délicates. Mais il a fallu tout ça pour que vous soyez en mesure de dire « j'existe ». C'est certainement, encore une fois, la plus grande prouesse qui a été faite, bien au-delà de ce qu'il faut pour gagner des médailles d'or et d'argent aux Jeux olympiques. Donc, c'est ça. La belle histoire, c'est ça. La belle histoire, c'est comment, au travers de quantités fantastiques de phénomènes dans des dimensions gigantesques et dans des temps de milliards d'années, tous ces phénomènes sont arrivés à ce résultat dont vous venez d'illustrer l'efficacité en étant en mesure de pouvoir prendre conscience de votre existence. Ça, c'est important parce que beaucoup de philosophies de morale ancienne dévalorisaient le corps humain comme étant rien du tout. C'est faux. C'est une merveille fantastique et c'est la belle histoire. Alors maintenant, je vais être obligé de passer à la moins belle histoire, évidemment, mais ça, encore une fois, il faut être réaliste. Il faut voir ce qui se passe. La moins belle histoire, elle est beaucoup plus récente. Elle commence, non pas il y a 14 milliards d'années, mais il y a environ 7 millions d'années. C'est beaucoup moins. Cette moins belle histoire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce phénomène extraordinaire aussi. C'est un moment où sur la Terre, il y a beaucoup d'espèces animales très variées, mais une espèce, pour des raisons que nous ne connaissons pas et que nous ne comprenons pas, mais ça s'est passé, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Cette espèce a acquis une forme supérieure d'intelligence. Alors, c'est qui? Eh bien, généralement, on admet que c'est notre ancêtre de 7 millions d'années qui a, un peu comme si une bonne fée était apparue et avec sa baguette, vous savez, comme dans La Belle au bois dormant, elle vient distribuer ses cadeaux. Elle va sur un petit singe, elle lui donne l'intelligence supérieure. Eh bien, ce n'est pas de trop, parce que cet être est vraiment dans des situations très difficiles. Il est dans une situation très hostile. Nos ancêtres n'avaient pas de grandes dents comme les tigres, ne couraient pas vite, n'avaient pas de carapace comme les tortues, ne volaient pas, étaient très mal partis pour durer
dans ce monde vraiment hostile à cette période, et que s'ils n'avaient pas eu cette intelligence, ils auraient probablement péri. On peut les remercier, ou enfin remercier la nature, je ne sais pas qui c'est, d'avoir donné à nos ancêtres cette intelligence. Autrement, on ne serait vraisemblablement pas là aujourd'hui. On aurait probablement disparu, comme beaucoup d'espèces ont disparu tout au long de l'histoire. Et on va maintenant réfléchir sur qu'est-ce que ça a donné, ce cadeau, le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Alors, donc en résumé, on a dit, les humains apparaissent en Afrique, ils sont faibles et mal armés pour se défendre, et ils vont être sauvés par leur intelligence. Mais là, on va continuer l'histoire, on va faire une petite histoire au sujet d'un objet particulier qui s'appelle la séquence des armes. Qu'est-ce qu'ont fait ces êtres humains avec leur intelligence? Ils ont fait des armes, et c'est normal, parce que si vous êtes confronté aux tigres à dents de sabre ou à quelques autres animaux de ce genre, vous avez intérêt à vous défendre. Alors au début, on fait des armes assez primitives, mais quand même qui sont importantes et qui ont joué ce rôle important pour rapport à l'humanité. Et puis ensuite, ils ont fait des armes de plus en plus sophistiquées, des frondes, et puis ensuite des arcs, des arbalètes, et puis ensuite, des fusils. Et puis, comme ils sont très intelligents, ils font toujours des armes de plus en plus puissantes et innovantes. Ils vont faire des canons, ils vont faire des chars d'assaut, ils vont faire des bombes atomiques, et puis ils vont faire exploser ces bombes atomiques, et voilà ce que ça donne. En 1983, il s'est passé un événement qu'on ne connaît que depuis peu de temps, parce qu'on le connaît depuis que les archives du Kremlin sont ouvertes, et on a appris ceci. Ça se passe le 23 septembre 1983. Nous étions tous, la plupart d'entre nous étions déjà là. Ça se passe à Moscou. C'est là où la centrale militaire de direction des armes, de direction des événements, un homme qui s'appelle M. Stanislas Petrov, vous retrouverez ça sur Internet, ça vaut la peine. Cet homme a devant lui le bouton pour presser pour faire partir les ogives nucléaires de la Russie vers les États-Unis. Il est là à son poste depuis longtemps, c'est lui qui est le responsable. Il reçoit un message, on lui dit « Les Américains viennent de lancer 5 fusées chargées de bombes atomiques vers la Russie. Ces fusées seront là dans un quart d'heure. C'est le temps que ça prend pour les fusées de traverser l'Atlantique. » C'est à lui de réagir, c'est lui qui a la responsabilité de pousser sur le bouton ou non. Il ne pousse pas sur le bouton. Il a eu raison, on l'a appris après coup parce que c'était une fausse alarme. Quand on lui a demandé « Mais pourquoi vous n'avez pas poussé sur le bouton ?» Il a répondu « Parce que j'ai pensé que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Parce que j'ai pensé que je n'avais pas envie de démarrer une guerre nucléaire. » Cet homme a été puni. Ensuite, il a eu des prix. Mais quand on se rappelle ces choses-là, on prend conscience de notre fragilité par rapport aux œuvres de notre propre intelligence. C'est notre intelligence qui nous a permis de faire des bombes atomiques. C'est notre intelligence qui était en cause à ce moment-là. Nous étions à un geste près. Et là, on se rend compte, on revient sur cette réaction, on s'est dit comment s'est transformée l'utilisation de notre intelligence qui nous a sauvés il y a quelques millions d'années et qui aujourd'hui nous a amenés à 2 doigts d'une catastrophe qui aurait pu avoir pour effet qu'on ne soit pas là aujourd'hui, encore une fois. Et là, on se rend compte que
l'intelligence qui nous a sauvés, encore une fois, maintenant nous menace. Nous sommes menacés par ce que nous avons fabriqué nous-mêmes. Nous sommes menacés justement parce qu'on voit que l'intelligence au début qui nous sauvait, progressivement est devenue la possibilité de notre propre destruction. C'est ça qui est tout le problème aujourd'hui. La moins belle histoire, c'est la transformation de notre intelligence qui au début était très positive en quelque chose qu'il faut maintenant gérer parce qu'elle est extrêmement dangereuse. Elle aurait pu nous éliminer de nombreuses fois. Alors aujourd'hui, la menace nucléaire a beaucoup reculé. Il n'y a pas aujourd'hui de scénario crédible d'une guerre nucléaire mondiale, bien qu'il y a encore la Corée et l'Iran et le Pakistan qui en parlent de faire des bombes atomiques, mais heureusement, c'est passablement passé dans le passé. On est un peu sorti de ça. Ce n'est pas sûr que ça va continuer. Ça pourrait revenir, c'est déjà venu. Personne ne peut dire si l'arme nucléaire ne va pas un jour être utilisée. Mais, comme dit la SNCF, un train peut en cacher un autre. Et le second train qu'on ne voyait pas, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui peut nous faire disparaître. C'est précisément, encore une fois, notre intelligence, mais l'utilisation que nous en faisons. Et bien sûr, là, je parle du réchauffement climatique, je parle de la pollution, je parle de la déforestation, de tout ce qui se produit aujourd'hui et qui fait que, même si nous ne sommes plus menacés par une guerre nucléaire qui nous détruirait en 15 minutes, nous sommes quand même menacés par la détérioration massive de l'environnement que nous faisons. Notre influence, notre intelligence nous fait que notre influence est à l'échelle de la planète. Et si vous voulez avoir une idée, vous regardez, nous sommes partout, nous sommes très nombreux, nous sommes partout, et vous voyez, ce qui est jaune dans cette image, ce sont les autoroutes et les villes. Ce qui est rouge, c'est les puits de pétrole et le méthane qu'on fait brûler. Ce qui est mauve, ce sont les feux de forêt qui continuent à très grande vitesse au Congo, en Amazonie et en Afrique et en Indonésie. Nous sommes aujourd'hui menacés d'une façon moins urgente, mais nous sommes menacés par ce que nous avons fabriqué. Par exemple, si vous avez de bons yeux, vous pouvez voir une petite lueur verte ici. Je ne sais pas si vous la voyez, tout près du Japon, dans le creux du Japon. C'est un satellite qui est à une centaine de kilomètres dans les airs, dans le ciel, qui a pris cette photo. Qu'est-ce qui est vert et qui est visible de 100 kilomètres au-dessus de la Terre dans la mer du Japon? Si vous avez une hypothèse, je vous suggère d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui peut être visible comme ça. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des pêches au lamparo. Les pêches au lamparo, c'est une pêche extrêmement efficace qui permet de prendre plus de poissons qu'on n'en a jamais pris dans un temps donné, qui est représentée par des milliers de petits bateaux qui ont toutes ces petites lampes vertes. J'ai vu ça, moi, près du Brésil. On est dans une grande lueur verte. Je montre cette image pour donner ce renseignement. C'est qu'aujourd'hui, avec nos techniques dans lesquelles on utilise même les satellites pour repérer les bancs de poissons, on est extrêmement efficace. Eh bien, résultat, nous pêchons aujourd'hui 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit. C'est-à-dire, nous sommes tellement puissants que nous devons aller au-delà des limites de la Terre. Le problème, bien sûr, c'est que la Terre n'est pas infinie. Donc, le nombre de poissons qui se reproduisent n'est pas infini et nous touchons à ces questions, nous touchons aux limites parce que nous réchauffons la planète, nous acidifions l'océan, nous faisons des quantités de choses qui, quand on les prend une par une, sont des menaces qui pèsent sur nous et qu'il faudra gérer. Je crois que ça, c'est le point important, et c'est qu'en plus de ça, cette intelligence, aujourd'hui, on peut dire, en général, elle est au service du profit. Par exemple, prenez ce qui s'est passé au Japon à Fukushima.
c'est cet accident nucléaire qui vient d'un tsunami et qui a rendu nucléarisé de grandes fractions du Japon. Quand on se demande comment ça se fait que les Japonais, qui ont des techniciens parmi les meilleurs de la planète, ont pu installer des centrales nucléaires dans des régions parmi les plus sismiques de la planète et les protéger avec des murets de 6 mètres de haut, alors qu'on savait pertinemment, parce que ça s'était passé 2 ans auparavant, vous vous souvenez de ce fameux tsunami de l'Indonésie, qu'un tsunami, ça peut faire des vagues de 30 mètres de hauteur. Comment est-ce qu'on a pu arriver à ces décisions, connaissant toute la technicité japonaise et la séismité du Japon? Bien, la réponse est très simple, c'est ça, c'est que sécurité et profit ne font pas bon ménage. C'est l'intelligence qui n'a pas jugé, qui a jugé pour des motifs de profit, qu'on pouvait faire ce geste qui a été, encore une fois, très catastrophique. Et chaque fois qu'on regarde quelles sont les menaces que nous avons, c'est toujours, ou généralement, autour du profit. C'est la cause de ce qu'on appelle la crise écologique contemporaine. Par exemple, vous en avez un exemple aujourd'hui, c'est la déforestation du Brésil. Nous savons tous que tout cela nous met en danger, mais on continue quand même à le faire parce qu'on est dominé par le profit à court terme. La conférence de Bonn, qui a eu lieu en 2008, montre que notre activité est tellement destructive que nous pourrions avoir éliminé la moitié des espèces vivantes avant la fin du siècle. Un problème majeur aujourd'hui, c'est les vers de terre. Les vers de terre sont en danger, diminuent un peu partout. Les vers de terre, ça ne fait pas la une des journaux. On ne met pas dans la une des journaux, les vers de terre ont encore disparu, diminué, mais ça nous menace parce que font les vers de terre? Ils oxygènent les sols et donc ils les fertilisent. Et nous savons que régulièrement, nous perdons grande quantité de possibilités de fertilisation des sols parce que nous détruisons les vers de terre, parce que nous détruisons les abeilles et les insectes et la pollinisation. Enfin, je ne vais pas vous répéter ce qu'on appelle aujourd'hui la litanie, c'est-à-dire tout ce que nous regrettons, tout ce que nous déplorons de ce qui se passe aujourd'hui. Une phrase qui résume assez bien ceci, c'est « Tout se passe comme si nous menions une guerre contre la nature. » Et nous savons que si nous gagnons, nous sommes perdus. Alors, la question se pose, l'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Est-ce que c'était une bonne idée, là mettez des guillemets, pour la nature de nous avoir donné l'intelligence si elle devait nous éliminer? La question est posée, la réponse n'est pas écrite dans le ciel, mais nous avons des exemples. Des exemples, c'est ceci, les tortues. Nous connaissons bien les tortues. Une tortue, ce n'est pas particulièrement intelligent par rapport à nous. Nous ne sommes pas très impressionnés par l'intelligence des tortues. Mais les tortues existent depuis 300 millions d'années. Elles ont traversé des quantités de crises, pas dues à l'humanité, mais il y avait des quantités de perturbations climatologiques, météorologiques, géologiques. Elles ont traversé tout cela parce que les tortues se sont installées dans un mode d'existence dans lequel elles vivent en harmonie avec la nature. Elles prennent et elles donnent. La différence avec nous, c'est que nous prenons, je dis en résumé, nous ne vivons pas en harmonie avec la nature. Notre histoire, c'est une histoire de saccage des domaines depuis très longtemps. Et c'est ça qu'il va falloir remplacer. Il va falloir changer tout notre rapport avec la nature si nous ne voulons pas amener la conclusion, pas pour nous, parce que nous ne serions pas là, l'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Ce que nous avons compris, et j'espère d'une façon viable, c'est que quand elle est mise uniquement au service du profit immédiat, quand elle saccage son environnement, quand elle ne comprend pas la nécessité de vivre harmonieusement avec la nature, quand elle n'est pas assez intelligente pour cesser de couper la branche sur laquelle
elle est assise. C'est la seule façon de s'en sortir. L'intelligence, elle est ce que nous décidons d'en faire. Ce n'est pas plus d'intelligence qu'il faut, c'est de décider d'être assez intelligent pour utiliser notre intelligence d'une façon intelligente. Vous voyez, c'est vraiment la cause derrière tout cela qu'on peut remonter à ce cadeau que la nature a fait, qui nous a sauvés et qu'aujourd'hui nous menace et que nous avons à gérer. Alors, on va se servir, on va prendre quelques leçons du passé. Nous connaissons maintenant assez bien l'évolution de la vie sur la Terre. Nous savons très bien, d'une part, que des espèces, que nous sommes une espèce parmi tant d'autres, que beaucoup d'espèces sont apparues, beaucoup sont disparues, des millions, jusqu'ici on évalue à plusieurs dizaines de millions le nombre d'espèces qui sont disparues dans le passé de la Terre. Et on peut maintenant voir quels sont les critères qui permettent à une espèce de durer. Alors, je vous l'ai mentionné déjà à propos de la tortue. Les espèces qui durent, qui perdurent, sont celles qui savent s'adapter à ces différentes situations. C'est ça la leçon de la nature. Ce n'est pas d'être intelligent, c'est important, ça nous a sauvés, mais aujourd'hui, ça n'est plus ça. Ce qui peut nous sauver aujourd'hui, nous faire durer, c'est d'adapter une attitude d'harmonie et d'échange avec la nature. Pendant longtemps, on a considéré que c'est le message de la Genèse, dominez la nature, mettez-la à votre service, c'est ce que répétait Descartes aussi. Aujourd'hui, nous savons que ça, c'est la bonne recette, au contraire, pour s'autodétruire, qu'il faut changer notre rapport, c'est-à-dire intégrer dans ce qu'on appelle l'humanisme. Jusqu'ici, on considérait que les hommes, c'était le top, c'était le best, et le restant, c'était à son service. Aujourd'hui, on sait que ça ne marche pas, que ça nous amène à notre destruction. C'est d'intégrer dans l'humanisme toute la biosphère, toute la biodiversité, que cela nous est indispensable. Ce n'est pas un luxe, c'est quelque chose qui est fondamentalement inscrit comme étant indispensable à notre présence. Alors, le futur prévisible, c'est que la vie va continuer sur la Terre. Quoi qu'on fasse, elle est très robuste. Nous le savons maintenant. Nous savons qu'il y a des espèces qu'on appelle des extrémophiles qui sont capables de vivre dans des conditions pratiquement d'eau bouillante ou d'eau glacée ou de l'eau salée, etc. La vie est extraordinairement robuste. Mais nous ne sommes pas robustes. Nous sommes très fragiles. Nous sommes une espèce très fragile. Et inscrire ce message, les humains pourraient disparaître. Ça, nous ne sommes pas habitués à ça. On nous a élevés, en tout cas moi, quand j'étais au collège, on m'apprenait que les êtres humains, c'était le chef-d'œuvre de la création et que donc, évidemment, implicitement, on aurait pu penser que nous ne pouvions pas disparaître, mais c'est faux. Nous aurions pu, vous l'avez vu, nous sommes passés plusieurs fois à 2 doigts de la disparition. C'est important de l'inscrire. C'est revoir le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Alors, je voudrais maintenant passer à ce second aspect qui est ce qu'aujourd'hui on appelle le réveil vert. Le réveil vert, c'est quelque chose dont on prend conscience quand on regarde la littérature. Bien sûr, aujourd'hui, c'est très présent chez tout le monde, cette idée de sauver la nature. Ça n'est pas très récent. Ça n'est pas très récent. Pendant longtemps, les humains se sont contentés de déplorer le comportement humain, de considérer, on vous retrouve même chez Pythagore il y a 2000 ans, l'idée que les êtres humains sont saccageurs, et c'était répété souvent. Mais le moment où on commence à faire quelque chose, non pas simplement déplorer, mais se mettre en œuvre, c'est à peu près 1875, et c'est aux États-Unis, quand une personne, je pense que c'est intéressant de la présenter aussi, parce que c'est aussi un héros de l'humanité. Voici un monsieur qui s'appelle John Muir, auquel nous devons beaucoup. C'est lui et ses collègues, qui les premiers ont décidé effectivement de faire quelque chose. Ça se passe dans l'Ouest américain. Ce sont les premiers parcs, les premiers parcs animaliers, Yellowstone, Yosemite. Et le moment où on commence à faire des législations où les êtres humains ne se contentent pas de déplorer, mais font quelque chose, c'est le début de ces mouvements qui se continuent aujourd'hui. Vous connaissez
l'historique de la préservation de la nature, c'est les conférences, c'est Rio de Janeiro. Alors souvent on dit ces conférences, ça n'a pas fait grand-chose, et c'est vrai qu'on est généralement très déçu des résultats. Quand on a fait Rio 20 ans après, c'était assez peu positif. Je crois que l'importance de ces conférences, comme celle d'ailleurs qui va se tenir à Paris en 2015, c'est pas surtout les résultats qui sont petits, c'est l'impact de ces conférences sur l'ensemble de l'humanité, parce que c'est, par exemple, Rio a eu comme rôle très positif d'introduire dans le vocabulaire de tout le monde le mot écologie. Quand j'étais enfant, on ne parlait pas d'écologie, on ne parlait pas d'environnement. C'est grâce à Rio que c'est devenu un sujet, que les gens ont pris conscience de l'importance de ce qui se passe. Nagoya, c'est le moment où le mot biodiversité est également devenu dans le vocabulaire. Je pense qu'on ne doit pas s'attendre à ce que la conférence de Paris résolve tous les problèmes, ça c'est un peu naïf. On doit s'attendre à des petits pas. L'important, c'est de savoir qu'on ne va pas tout résoudre d'un coup, mais chaque petit pas compte, ce qu'on appelle les petits pas du colibri. Vous connaissez peut-être, je vais vous raconter cette histoire, la fable du colibri. La fable du colibri, c'est un incendie gigantesque, un feu de forêt avec des pompiers, des machines, tout ça, des avions qui transportent de l'eau. Et puis, il y a un petit colibri qui va chercher une goutte d'eau dans le ruisseau et qui vient le déposer sur le feu. Et les gens lui disent, de quoi tu as l'air avec ta goutte d'eau, franchement? Et il lui répond, ben, je fais ma part. Je crois que c'est une bonne sagesse, c'est chacun fait sa part, chacun essaie de faire quelque chose en sachant que peut-être ça ne donnera rien, mais peut-être ça donnera quelque chose. Donc je crois que ça, c'est la philosophie qu'il faut adopter aujourd'hui. J'aime citer une phrase de Jean Monnet, qui est un homme politique français, qui est un des auteurs de l'Europe, un de ceux qui ont fabriqué l'Europe, et qui disait, quand on lui demandait « Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Est-ce que vous pensez que les Français et les Allemands un jour pourraient s'entendre? Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? » Et Jean Monnet répondait « L'important, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être déterminé. Déterminé à faire ce qu'on pense qu'il faut faire. Peut-être ça ne donnera rien, peut-être ça donnera quelque chose. » Je crois que ça, c'est l'attitude que nous devons prendre. Se rendre compte qu'aujourd'hui, nous sommes devant un énorme combat entre deux puissances majeures, une de destruction, une de restauration. La puissance de destruction, ben vous la voyez quand vous apprenez que le gaz carbonique, on émet chaque année de plus en plus de gaz carbonique. En 2012, on en a émis encore, 2013, encore 3%, alors qu'il faudrait le réduire de 50 à 80%. C'est aussi ce qu'on apprend sur la déforestation, la disparition des poissons et tout cela. Ça, c'est une force qui, il faut bien savoir, continue à prendre de la puissance. Mais en même temps, il y a une force de restauration qui commence donc en 1875 ou autour de cela, qui donne lieu à tous ces mouvements qu'on voit un peu partout, ces municipalités qui décident d'éliminer les pesticides, et les deux gagnent en puissance. Moi, ça fait une trentaine d'années que je surveille cette situation, et quand on me demande de résumer, est-ce que ça va mieux, est-ce que ça va moins bien, je dis, nous sommes devant un conflit majeur entre deux puissances qui s'affrontent et personne ne connaît le résultat. Mais il faut faire comme si ça pouvait marcher, même si quelques jours, il y a des moments où on est un peu pessimiste. Alors, je voudrais présenter, pour terminer, donc moi, je suis président de l'Association Humanité et Biodiversité, dans laquelle Alain Naissance est un homme très actif et qui fait plein de choses sympathiques. Et nous sommes confrontés très souvent, quand nous faisons des conférences, à la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On sait bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, nous avons choisi de faire un mouvement qui s'appelle les oasis nature. Les oasis nature, ça dit ceci. Bien sûr, nous ne pouvons pas grand-chose contre ce qui se passe en Indonésie ou en Amazonie, mais nous avons tous, ou presque tous, des lieux sur la planète
qui nous appartiennent légalement. Ça peut être un balcon, ça peut être un grand terrain, ça peut être une forêt. C'est de prendre la position positive, de dire, eh bien, ce qui dépend de moi, je vais m'en servir, je vais le consacrer à la préservation de la vie, à la préservation de la nature. Donc, vous vous associez à notre mouvement et vous décidez que dans ce lieu, c'est plus une attitude, en fait, que des directives. Les directives intelligentes, quand on veut préserver la nature, on sait ce qu'il faut faire. Il ne faut pas mettre de pesticides, il faut éviter les engrais chimiques, il faut essayer de faire venir des oiseaux ou des plantes. Tout ce qu'on peut faire sur un balcon ou sur une grande forêt, c'est cette décision qui est donc de faire des oasis, des oasis nature, qui est, bon, nous sommes des représentants avec Alain et nous essayons d'encourager tous ceux qui veulent s'associer à nous. C'est un double effet positif. Le premier effet positif, c'est que il y a au moins ça dans lequel il n'y aura pas de détérioration et nous en avons déjà plusieurs centaines, dont certains sont très grands, comme le parc de la Villette à Paris est une oasis nature. Beaucoup de villes ont décidé de s'associer à nous. C'est quelque chose qui croît rapidement. Mais le deuxième impact, peut-être plus important, c'est par rapport à vous-même. Là, vous savez que vous avez fait quelque chose et c'est positif psychologiquement de sentir qu'on n'est pas à la dérive, qu'on n'est pas dans un mouvement déprimant, de pessimisme, etc., mais que ce que nous pouvons faire, nous l'avons fait. Nous avons beaucoup d'exemples, par exemple, d'écoles où les enfants ont transformé un dépotoir qui était dans la cour ou pas loin et qui en ont fait un jardin et qui ensuite ont fait une petite fête pour manger les légumes. Ça a un impact très important dans une période où une des choses les plus inquiétantes, c'est cet esprit de « c'est foutu ». C'est pas foutu. Et il faut décider, il faut être déterminé à dire que ce n'est pas foutu et qu'on fait ce qu'on peut faire. Voilà, il y aura des petites brochures qui vous seront distribuées, ceux qui le voudront. Et si vous joignez à nous, vous serez très bienvenus. Merci. Vraiment un grand merci, Hubert-Yves, pour ce moment finalement qui nous laisse assez perplexes. Et la parole est maintenant à vous. Vous avez le micro. Il y a des micros qui vont circuler dans la salle pour toutes vos questions. Oui, remettez un peu de lumière, s'il vous plaît. Voilà, qu'on puisse vous voir, effectivement. Ce sera quand même plus sympa. Alors, ce n'est pas nécessairement des questions, vous pouvez simplement ou simplement des témoignages. Oui, des commentaires, des témoignages, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est intéressant de faire une sorte de forum où on a des points de vue différents. Exactement. Alors, demandez le micro quand vous le voulez. Une première réflexion, question, commentaire, peut-être juste devant. Levez bien la main qu'on puisse vous donner... Ou bien levez-vous, s'il vous plaît, j'aime bien voir les gens. Et en plus, levez-vous. Voilà, ce sera encore mieux. Le micro arrive. Oui. Il va marcher, on va le mettre en route. Non, pour l'instant, ça ne marche pas. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas bien, non? Non, toujours pas. Je vais vous apporter le mien. Approchez-vous, je vais vous donner le mien, peut-être. C'est tout bon. Voilà, je pense que c'est bon. Là, bon, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Là. Je vous ai bien écouté. Et en fait, à un moment donné, vous avez parlé de nature, cette nature qu'on ne peut pas maîtriser en quelque sorte. Vous avez parlé d'intelligence qui, à mon avis, c'est aussi, je dirais, l'intelligence, c'est le fruit collectif. Je crois qu'on n'assiste pas assez sur ce côté collectif qui est vraiment qui est le produit de l'intelligence. Mais je dirais, je ne sais pas si je vais arriver à me bien faire comprendre, ma question, elle est, est-ce que je ne suis pas dans le c'est foutu, hein, ça je ne suis pas d'accord là-dessus, mais c'est est-ce que
par exemple, si on se met à lutter contre les gaz carboniques, parce qu'on sait que voilà, c'est dommageable pour l'espèce humaine, mettons qu'on règle ce problème définitivement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui prendra la place parce que je pense, est-ce que quelque part, ce qui se produit, ce n'est pas quelque chose qui est dû simplement à un phénomène, je dirais par exemple, de surpopulation. On sait très bien que la population va être de plus en plus nombreuse. On dit en Afrique, voilà, ça va se multiplier, etc. Il va y avoir tant de millions d'habitants. Je me dis, est-ce que quelque part, il n'y a pas des règlements de compte qui se font, mais qui n'échappent complètement à notre pouvoir? Là, c'est une opinion, bien sûr. C'est une opinion. Je pense effectivement, je n'ai pas parlé de la population, qui est un problème sérieux. Nous savons que la Terre, encore une fois, est finie, que le nombre, qu'il y a un véritable problème. Et les solutions ne sont pas faciles. On sait que toutes les solutions politiques qui ont été essayées n'ont jamais marché. Au contraire, nous savons qu'il y a un élément qui permet de contrôler la population, c'est l'éducation des femmes. Ça, maintenant, c'est connu. Les pays comme, par exemple, le sud-est asiatique ou l'Amérique du Sud, qui a réussi à répandre une éducation des femmes, les populations, les taux de naissance sont tombés rapidement. Ils étaient de 7 à 8, par exemple, à un moment donné, en Amérique du Sud. Ils sont tombés à 2 et quelquefois en dessous. Le seul endroit qui reste problématique, c'est la région qui est au sud du Sahara, cette région qui, pour des raisons culturelles, religieuses, qu'il est beaucoup plus difficile d'opposer, continue à avoir beaucoup d'enfants. Je pense qu'on ne connaît pas l'avenir, bien sûr, mais que c'est vrai que c'est un problème. Je ne pense pas, en tout cas, je dirais, il faut prendre le point de vue volontariste de dire on va essayer. C'est tout ce qu'on peut dire. Je crois, a priori, je ne vois pas d'élément absolu qui mènerait nécessairement à une destruction, à une disparition de l'humanité. Ce que je crains, d'ailleurs, ce n'est pas la disparition de l'humanité. Ce que je crains, si vous voulez le savoir, c'est que certains d'entre vous sont allés déjà en Chine ou en Afrique, quand on voit déjà présent dans ces villes, par exemple, Chongqing, je ne sais pas si vous connaissez Chongqing, c'est une ville de 30 millions d'habitants dans laquelle vous ne voudriez jamais habiter parce que le niveau de pollution est vraiment infernal. Et je crois que les petits Chinois de cette ville ne savent pas que le ciel est bleu. Pour eux, le ciel, c'est jaune sale. Et ça, c'est la réalité. Et ce que nous craignons, c'est cette transformation de notre vie, de nos villes, de nos pays, dans des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Si on veut savoir qu'est-ce qu'il faut éviter, c'est que l'île ne devienne Chongqing. Voilà, c'est déjà un objectif. Mais je ne vois pas que ce soit nécessairement absolu. Je ne vois rien de fatal dans tout cela, mais je vois une grande lutte pour essayer d'améliorer la situation. Et je vois avec plaisir que ça se produit dans beaucoup d'endroits et de plus en plus d'endroits. C'est tout ce que je peux dire, bien sûr. D'autres témoignages, questions? Par ici. Ah. Oui, allez-y. Non, pour l'instant, on ne vous entend pas. Oui, bien. Ou sinon, parlez très fort. Parlez très fort, oui. Donc un accroissement et en même temps une organisation. Reprenez peut-être comme ça, tout le monde entendra bien. Donc on a parlé de l'extension de l'univers, donc un mouvement de l'univers qui va vers plus d'harmonisation. Vladimir Vernadsky, qui est le père fondateur de la biogéochimie, place l'homme comme un membre qui fait partie justement de l'extension de cet univers, puisqu'il a une capacité plus forte en fait que le règne animal, végétal et minéral à faire de la transformation biogénique des atomes. Ça veut dire que pour lui, l'homme n'est pas un virus et il ne doit pas être réduit en termes démographiques. J'aurais voulu avoir votre opinion là-dessus. Ah, je n'ai pas bien compris. Ne pas être réduit. Réduit démographiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez dire que la population ne pourrait pas diminuer?
Moi, je pense que la population ne doit pas diminuer. Ah, que ne doivent Mais pas, c'est une chose. c'est pas le propos. Mais Le propos, c'est qu'il y a une extension de l'univers. Il y a l'être humain qui fait partie en fait de cet univers. Et si on n'assume pas cette responsabilité, on aura une espèce d'entropie de la vie, puisque l'être humain en fait est placé en fait au cœur en fait du système, selon moi et selon Vernadsky, pour justement développer la vie. Donc vous qui avez travaillé à la NASA, vous avez dû suivre de près justement les grands progrès qui ont été réalisés au cours des dernières années dans les programmes spatiaux. Voilà, je m'étonne que vous préconisiez le contrôle des natalités. Je suis vraiment très étonné. Alors, sur la Terre, il y a plus de 10 millions d'espèces vivantes, animales et végétales. Nous sommes une espèce parmi tant d'autres. Aujourd'hui, nous ne considérons plus que nous soyons le top, le but et tout ça, c'est un peu de la mythologie ancienne. Aujourd'hui, nous voyons la planète, la biodiversité comme un ensemble d'espèces dont nous sommes une espèce. Et dans le passé, beaucoup d'espèces sont apparues, beaucoup d'espèces sont disparues. En ce sens, je pense que nous pourrions disparaître. D'ailleurs, nous faisons beaucoup de choses pour le faire. Nous avons failli précisément ce 23 septembre 1983. Qu'est-ce qui serait passé de ces théories si l'humanité était disparue? Vous voyez, il faut être concret. L'humanité aurait pu disparaître de la Terre, la vie continuerait, elle continuerait encore, les fleurs viendraient encore dans les sous-bois au printemps, mais nous ne serions plus là. Je pense que ce serait dommage parce que nous avons joué un rôle important. Nous sommes les seuls à avoir développé, par exemple, l'art, la culture, Mozart. Tout ça disparaîtrait. Les termites n'épargneraient pas les Stradivarius. Nous avons développé la science. Nous sommes en mesure de comprendre les lois de la physique, les lois de la chimie, de l'astronomie. Nous sommes uniques sur le plan de ce que nous avons fait et ce qui disparaîtrait. Et le troisième élément que je pense pour moi est le plus important, c'est ceci. Voici un nid d'oiseaux, et dans ce nid, il y a 4 oisillons. 2 des oisillons sont malades, 2 sont en santé. Les parents oiseaux nourrissent les oisillons en santé et laissent mourir les oisillons malades. Les biologistes expliquent ça en disant, eh bien, il est vraisemblable que les oisillons malades ont des gènes qui ne sont pas très efficaces. Donc, il vaut mieux, pour l'avenir de la lignée, soigner les oiseaux en santé et laisser mourir les oisillons malades. Dans une famille humaine, 2 enfants, il y en a un qui est malade, l'autre est en santé. Les parents soignent l'enfant malade quelquefois plus que l'enfant en santé. Pourquoi? Sur le plan de la génétique, ça n'a pas de sens. Il vaudrait mieux soigner l'enfant qui est en santé. Parce que dans le développement de l'humanité, dans l'évolution, est arrivé un événement que nous appelons la compassion, qui est le fait que les êtres humains souffrent de la souffrance des autres. Ce qui n'est pas, en autant que nous sachions, quelque chose qui existe chez les insectes. Chez un lion qui voit une gazelle malade, il ne la soigne pas, il la mange. C'est un élément qui semble propre à l'humanité et aussi à quelques espèces de singes, de chimpanzés, où on parle de manifestations de compassion ou d'empathie, mais qui n'ont jamais fait la Croix-Rouge, qui n'ont jamais fait Amnesty International, qui n'ont pas cet élément typiquement humain de la compassion. Cela disparaîtrait aussi. Pour moi, c'est peut-être ce que nous avons fait de mieux et qui vaut la peine de se défendre, de protéger. Pour moi, c'est à ce titre que je pense qu'il faut que l'humanité, malgré toutes ses bêtises, et elle en a fait beaucoup, mérite quand même d'être protégée et que nous mettions à son service. Donc, c'est tout à fait, moi je considère que nous sommes une espèce parmi tant d'autres et nous sommes une espèce qui a eu ce cadeau extraordinaire qui nous menace et que maintenant nous sommes confrontés à la nécessité, nous ne sommes plus menacés
par la nature. Les lions, les tigres ne nous menacent plus. Ce qui nous menace, c'est ce que nous avons fabriqué nous-mêmes. Et donc, c'est changer notre point de vue par rapport à ce que nous faisons avec notre intelligence. Voilà, ça, c'est mon point de vue. Le micro continue de circuler. Une question par ici, ou un témoignage, ou un commentaire. La situation que vous décrivez est liée à la société, à l'économie industrielle. Et là, aujourd'hui, on est quand même un peu à l'aube d'une révolution cognitive, économique, sociale liée au numérique. Et je voulais savoir la vision que vous portez là-dessus, pas tellement sur les outils numériques, mais sur les changements sociaux liés au numérique et sur la capacité que le numérique apporte à créer une forme d'intelligence collective. Oui, je pense que cette intelligence, à condition qu'elle soit tournée vers le désir de faire survivre l'humanité, va disparaître avec elle. Tout ça, tous ces grands progrès de la science, et tout cela, encore une fois, si nous disparaissons, ça disparaît aussi. Je crois que la tâche qui nous intéresse, en tout cas à laquelle beaucoup d'entre nous ont décidé de donner leur vie, de consacrer leur activité, c'est de dire l'humanité est en péril, il faut faire quelque chose pour que ça ne continue pas à se détériorer. C'est affectif. Moi, j'ai des enfants et des petits-enfants qui ont 2-3 ans. Je suis inquiet de savoir, dans 30 ans, quelle sorte de vie ils vivront. Si on regarde un peu l'évolution, comme je vous ai dit, de ces villes et de tous ces dangers, nous sommes aujourd'hui des privilégiés, nous vivons bien, nous avons du confort. Tout cela n'est pas évidemment durable. Mais l'important, c'est de le rendre durable pour nos enfants et nos petits-enfants. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur transmettez comme message à vos petits-enfants, justement? Ben, un peu ça, oui. Un peu ça. Que c'est important, que l'avenir n'est absolument pas garanti et qu'il est en danger et qu'ils doivent s'impliquer eux-mêmes dans cette... Et ça, c'est important. Je crois que l'éducation est fondamentale sur ce plan. L'école, mais surtout les parents. Je crois que c'est surtout les parents qui doivent développer chez les enfants un amour de la nature. Ce n'est pas de leur faire des leçons, c'est de les amener dans la nature, les habituer à la nature, à apprécier ce qu'ils ont, ce qu'ils reçoivent. Et à ce moment-là, quand ils grandiront, ils deviendront plus responsables. Mais il faut le faire d'une façon positive. Ce n'est pas des cours d'écologie à l'école, ça va être encore ennuyeux. C'est le rapport avec les parents. Et puis, bon, j'ai vu beaucoup dans les écoles où il y a mes petits-enfants, là, les maternelles, il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui donnent ce message déjà aux enfants. Mais c'est beaucoup plus, non pas par des discours, mais par des actions, encore une fois, de faire des jardins, d'apprécier ce qu'ils reçoivent et de s'inscrire en faux par rapport aux entreprises qui détruisent la nature. Je crois que c'est aussi simple que ça. Une éducation au niveau le plus fondamental, le plus basal. Ça commence comme ça. Je vais me lever. Oui. D'autres questions? Vous m'entendez? Voilà. Oui. Levez-vous, d'abord, comme ça on vous voit. Je suis là. D'accord. Oh, je fais quand même 1m83 et j'ai une casquette en plus. Tout On vous voit d'abord, bien. merci Hubert Reeves dans cette période où effectivement on a le sentiment que l'inintelligence préside à l'intelligence et aux ressources dont nous pouvons disposer à la fois collectivement et à la fois individuellement et individuellement inscrits dans le collectif. Vous avez, dans votre exposé, d'une simplicité que j'apprécie beaucoup, mais qui renvoie à tellement de complexité, vous avez soigneusement et intelligemment évité la question des croyances, notamment parlant de la nature. Ne pensez-vous pas aujourd'hui qu'il faudrait peut-être promotionner avec intelligence, et dans le cadre que vous prédéfinissez, c'est jamais un cadre fermé, ne pensez-vous pas donc qu'il serait intéressant de promotionner, et quelle est la place aujourd'hui des intellectuels en la matière, l'utopie fondatrice? Et qu'en pensez-vous? Vous avez dit l'utopie fondatrice. Fondatrice. Alors expliquez-nous ce que c'est. L'utopie fondatrice, pour moi, c'est croire à un moment donné, notamment comme dans la période actuelle, qui est quand même
difficile, voire très difficile, à toute une série de niveaux, c'est croire qu'il y a des solutions possibles et être dans ce mouvement de pensée philosophique, réel, voire imaginaire, dans ce mouvement de pensée où il y aurait de la place à faire place à l'utopie en termes de fondation et promotion novatrice. Dans l'exemple que vous citez, qui est la promotion de ces oasis, je rejoins cette idée-là. Enfin, quand je parle d'utopie fondatrice, je parle de celle-là. Mais peut-être plus largement, comment aujourd'hui les intellectuels sont promoteurs, les intellectuels dans toute une série de disciplines, sont promoteurs d'utopie fondatrice. Peut-être ma question est très large, très vaste, mais il me paraît intéressant de l'aborder parce qu'on entend peu souvent les intellectuels avec toute le... Comment dire, sans aucun jugement de valeur de ma part en la matière, soyons très clairs, on assiste très peu, et notamment à travers des médias, à la promotion de ces utopies fondatrices. Est-ce que je me suis fait mieux comprendre? En repartant du fait que vous parliez des croyances, effectivement. Oui, alors j'associais la notion de croyance. Peut-être est-il intéressant que vous répondiez là-dessus, effectivement. Et utopie fondatrice. Merci. Alors, vous voulez qu'on aborde du sujet religieux? C'est ça? Non, pas forcément. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, parce que je crois que c'est un sujet fondamental. Je l'ai évité parce que ce n'est pas mon rôle ici, c'était plutôt de parler d'autre chose. Mais je vais vous dire un peu comment je vois ce rapport avec la religion. C'est que, première chose qu'on constate, c'est que les êtres humains ont besoin de sens. Ils ont besoin que les choses aient un sens quelque part. La vie n'est pas vivable si vous pensez, si vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de sens nulle part. Et c'est souvent le motif des suicides, d'ailleurs, des personnes qui se disent... Et ce qu'on remarque, c'est que la planète est composée de 7 milliards de personnes, que partout, dans les plus grandes communautés, traditions, civilisations, il y a toujours un sens. Il y a toujours ce qu'on appelle une histoire sainte. Que ce soit des grandes communautés comme les chrétiennes ou bouddhistes ou shintoïsme, ou des petites communautés minuscules. Moi, j'en ai connu beaucoup au Québec, chez les Indiens, des petits Indiens, des petites ethnies. Il y a toujours présent une pensée qu'on peut appeler une histoire sainte, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Il y a une divinité, elle a différentes formes, il y a des préceptes, il y a des lois, et cette histoire sainte est là pour fonder ces principes. Ça, c'est une réalité humaine universelle. Si vous prenez une encyclopédie des religions, vous regardez, vous aurez 100 ou plus histoires saintes. Elles sont différentes, quelquefois incompatibles, mais elles sont toujours là. C'est vraiment un aspect fondamental, un besoin fondamental de l'humanité en apparence, puisqu'on le trouve partout. Eh bien, ça, je crois que c'est important de dire que... Bon, est-ce que les êtres humains ont inventé le sens, ou bien si le sens existe quelque part, on n'en sait rien, mais c'est un aspect fondamental qui fait que, alors que la science, par exemple, nous dit des choses objectives, elle peut nous raconter comment marche l'électricité et tout ça, et tout le monde est d'accord là-dessus. Sur ce plan-là, les différences sont culturelles. Les grandes questions sont universelles. Tout le monde se demande quel est le sens de la vie, est-ce qu'elle a un sens, est-ce que Dieu existe, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Toutes ces questions qui tournent autour du thème de valeur. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? La science peut nous enseigner comment ça marche dans l'univers, mais elle ne peut pas, ce n'est pas son rôle de nous dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Ça, c'est, encore une fois, la culture, c'est la religion et tout cela. Ces réponses sont différentes, mais il y a une jolie phrase de Galilée que j'aime bien dire à ce moment-là. Galilée, comme vous savez, était très
opposé par les dominicains qui lui refusaient d'enseigner que la Terre tourne et que la Terre n'est pas le centre du monde. Et Galilée répondait aux dominicains, « Dites-nous comment on va au ciel, laissez-nous vous dire comment va le ciel. » C'est la différence entre les questions de valeur, les questions qui sont des questions de morale, de religion, de philosophie, qui, elles, sont personnelles, qui sont influencées par la culture, par votre famille. Si vous êtes né en France, vous serez vraisemblablement plus chrétien, et si vous étiez né en Chine, vous seriez plus bouddhiste, je dis en général. Ça, c'est des réponses qui sont influencées par la culture, qui sont différentes, et reconnaître ce fait, c'est avoir une condition essentielle à la vie en commun, c'est la tolérance. C'est-à-dire de considérer que autant sur le plan de la science, il y a de l'objectivité, 2 et 2 font 4, tout le monde est d'accord, autant sur le plan des valeurs, les valeurs sont des phénomènes personnels, appartiennent à chaque personne qui le développe au long de sa vie, avec ses contacts, avec les difficultés, les bonheurs, les malheurs, les deuils et tout cela. Tout ça influence la pensée de chacun sur ces questions, et c'est ça qui est important. C'est de bien faire cette distinction que la science, c'est une objectivité, les religions, c'est une subjectivité dans le meilleur sens du terme, dans le sens que ce n'est pas la peine de vous crêper le chignon avec des gens qui ne pensent pas comme vous. Il n'y a rien à en sortir. C'est la base fondamentale de la tolérance. Les problèmes que nous avons aujourd'hui avec les islamistes, qui étaient très présents chez les chrétiens au temps des croisades. Il n'y a pas vraiment de différence entre les comportements du Daïch et le comportement des croisades quand vous en lisez l'histoire. Eh bien, c'est ça, justement, c'est un progrès de l'humanité, je dirais, que cette acceptation de plus en plus généralisée de la tolérance, et c'est une chose aussi que nous devons cultiver si on veut vivre des vies riches et pacifiques. Nous avons encore quelques toutes petites minutes. Alors peut-être qu'on n'a pas complètement répondu à votre question, mais on a abordé effectivement un aspect aussi intéressant. Le micro continue de circuler en tout cas. J'ai une question ici, si le micro peut venir de ce côté-là. Ici. Moi, je suis prêt. Gardez le micro pour la question d'après, si vous voulez. Elle sera pour vous. Je peux poser... Allez-y. J'y vais ? Allez-y. Alors, déjà, merci, Monsieur Reeves. Vous nous disiez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, moi, j'ai envie de m'adresser à tous les adhérents de la Maïf, dont je fais partie, ici présents, et nous avons donc des valeurs humanistes. Nous voulons un monde plus juste. Alors, certes, mais nous faisons partie, que nous le voulions ou pas, des plus riches. Il y a Hervé Kempf, un journaliste, qui a écrit « Comment les riches détruisent la planète ». Alors, même si les temps sont durs, on fait partie des plus riches. On a un certain pouvoir d'achat. On a une empreinte écologique, c'est-à-dire qu'à travers nos transports, notre alimentation, etc., notre consommation de iPhone, de télévision, de technologie, on a une certaine empreinte écologique qui n'est pas vivable à l'échelle planétaire. On consomme beaucoup plus que d'autres populations peuvent le faire. Donc il nous faut changer de mode de vie, de production, de consommation. Alors ça, c'est difficile à faire parce que ça a aussi une application politique à grande échelle. Alors vous disiez que chacun fait sa part. Donc, comment faire sa part ? Moi, je propose déjà de ne plus voter pour des gens qui prônent une croissance verte, qui est une grande fumisterie quand même, qui est simplement du greenwashing, qui est destiné à faire... Alors, il y a des bonnes initiatives, mais qui est destiné à faire du profit. Vous avez parlé tout à l'heure du profit. Et souvent, c'est ce qui détruit le profit à court terme au niveau politique, au niveau des grandes entreprises et multinationales. C'est ce qui détruit les liens sociaux et environnementaux. Donc il faudrait peut-être arrêter de voter tout simplement pour ces gens qui prônent une croissance verte, mais une croissance tout court, qui prônent les OGM, qui prônent une industrie, une agriculture intensive, comme l'Europe le préconise et nous oblige à le faire, à une agriculture intensive qui détruit la biodiversité, les vers, avec les vers dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc ces gens-là, pour qui nous votons, et je serais curieux de savoir dans la salle qui vote pour des politiques qui tiennent un discours croissanciste, eh bien tous ces gens-là, il faut savoir qu'ils participent
à l'inverse de ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'il participe à la destruction de la biodiversité. Donc il faudrait peut-être déserter ce vote. Et juste, voilà. Et je propose on écoutera la réponse aussi d'Hubert Reeves à ce sujet. Pardon ? Allez-y, on écoutera la réponse. Oui, j'en ai plus pour très longtemps. Là, non, mais ça me fait penser à la phrase du début. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Il y a une petite faute à sauve. C'est S-O-V-E. Non, c'est une petite pique. Non. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. En fait, on pourrait dire là où croit le péril, il faudrait peut-être décroître. Pour nous, les riches, en tout cas, les pays riches. Et juste, il me semble que Hubert Reeves est un supporter des déboulonneurs, dont je fais partie, collectif anti-pub des déboulonneurs. À Lille, on désobéit, on fait de la désobéissance civile non violente, et on espère, comme à Grenoble, qu'il y ait moins de pubs. Alors j'espère que peut-être, Monsieur Hubert Reeves, si vous pouviez inciter tous les adhérents présents ici et de la Maïf à venir soutenir nos actions de désobéissance civile. Si on est 500 à la prochaine fois, je pense qu'il y aura plus beaucoup de pubs à Lille dans les prochaines années. Merci. Merci à vous. Oui, merci de votre témoignage. Je voudrais dire personnellement, je ne suis pas pour la décroissance. Je pense qu'il faut remplacer décroissance par décroissance de quoi ? Par il faut faire mieux avec moins. Nous ne pouvons pas accepter une attitude de décroissance parce que c'est une attitude irresponsable vis-à-vis des gens qui n'ont rien. C'est les plonger encore plus loin dans leur déprivation, dans leur famine, dans tout cela. Ce qu'il faut, c'est fondamentalement améliorer la qualité de vie de tous, et pas simplement des Européens ou des Américains qui ont déjà tout ce qu'il faut, mais des gens qui n'ont rien, le milliard de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ces gens, on doit continuer à développer, à faire une croissance pour améliorer leur niveau de vie et leur permettre d'avoir une vie humaine. Mais en même temps, nous savons qu'il faut diminuer la quantité d'éléments, de ressources naturelles qu'il faut obtenir, dont il est nécessaire pour accroître justement leur niveau de vie. Donc, décroissance tout seul, pour moi, question décroissance de quoi ? Décroissance effectivement de notre utilisation des ressources naturelles, de ce que nous faisons aujourd'hui, mais croissance de la qualité de vie et de la possibilité de vivre mieux en exploitant moins les ressources naturelles. Donc, je suis désolé, je ne peux pas m'associer à votre mouvement. Je crois que, d'une part, il y a quelque chose de déprimant dans cette notion de décroissance. Ce n'est pas dynamique. Nous avons besoin d'objectifs dynamiques et non pas d'objectifs déprimants. Et c'est pour ça que je suis désolé de vous dire que je ne peux pas m'associer à votre mouvement. On a le temps d'une dernière question, sachant que bien sûr, vous pourrez ensuite poursuivre la discussion. Je vous expliquerai comment, mais une dernière question. On vous écoute, ou une réflexion. Monsieur Reeves, bonsoir. Merci beaucoup pour votre exposé qui m'éclaire, je pense nous éclaire tous. J'ai fait appel à l'astrophysicien. Imaginons que votre déterminisme soit transmis à tous ceux qui sont présents ici et que nous arrivions à faire mieux que les dinosaures, à vivre plus longtemps qu'eux. Et j'aimerais savoir ce que pense l'astrophysicien du fait que, de toute façon, notre Soleil a une durée de vie limitée. Que pensez-vous qu'il faudrait faire pour, effectivement, si nous arrivons à vivre jusqu'à cette extrémité, continuer à promouvoir l'espèce humaine ? Oui, c'est pas sûr que la mort du Soleil, d'une part, exprime la mort de l'humanité. Aujourd'hui, nous savons que le Soleil, il est ce qu'il est. Il faut connaître les lois de la nature, il faut voir la réalité. Nous savons que le Soleil va épuiser sa chaleur dans 5 milliards d'années. 5 milliards d'années, c'est loin. On a le temps d'y penser. Et en particulier, est-ce qu'à cette période où nous savons qu'il y aura d'autres étoiles qui vont continuer beaucoup plus longtemps,
Est-ce qu'on pourra envisager de faire des arches de Noé et de partir tous pour aller vivre sur d'autres planètes? Vous allez dire, c'est difficile, bien sûr, mais c'est loin. On a le temps d'y penser. Mais de toute façon, les lois de la physique nous apprennent qu'à un moment donné, vous savez, les lois de la physique, il faut s'en méfier un petit peu. Parce qu'à une période, on croyait des choses, et puis maintenant, on s'aperçoit que ce n'est plus vrai. Donc, il ne faut pas les considérer comme un absolu. Est-ce que ça veut dire que la durée de la vie dans l'univers est limitée par des phénomènes comme cela, ou si elle peut continuer indéfiniment? On n'en sait rien, évidemment. Et ce n'est pas grâce à la physique que nous connaissons que nous pouvons le dire. Je vous donne un exemple. Au 19e siècle, on pensait que la vie du Soleil ne pouvait pas dépasser 1 million d'années. Et ça posait un problème parce qu'il y a des dinosaures, ils sont beaucoup plus vieux que ça, et on se disait avec quoi ils se chauffaient, ces malheureux. On ne connaissait pas l'énergie nucléaire. Au début du XXe siècle, on a découvert l'énergie nucléaire qui nous apprend que non, on n'est pas limité à 1 million d'années. Le Soleil, il peut vivre 1000 millions d'années. Bon, vous voyez comment on ne peut pas considérer les lois de la physique comme déterminantes, parce que la physique, c'est un phénomène en progrès. Il y a des découvertes nouvelles, on découvre régulièrement des choses nouvelles. Personne ne peut prévoir ce qu'on va découvrir. Donc je pense qu'effectivement, l'humanité, la mort du Soleil ne veut pas nécessairement dire la fin de la vie, mais par ailleurs, il y a une chose que nous savons tous, c'est que nous mourrons, et pas dans 5 milliards d'années. Donc, je crois qu'une attitude réaliste, c'est de dire, qu'est-ce qui est hors de notre contrôle, qu'est-ce que nous ne pouvons pas arrêter. Nous ne pouvons pas arrêter le fait que nous mourrons. Il faut l'intégrer dans notre vie. Je dirais que c'est une façon réaliste de considérer la vie. Il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Et en attendant de penser à demain, cultivons nos oasis. On peut clore comme ça? Très bien, merci. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Uber Eats, qui nous a fait le grand plaisir d'être avec nous ce soir. C'était vraiment un grand honneur de vous avoir avec nous ce soir. Un immense merci, Uber Eats. Merci, merci. Et on pourrait bien sûr, je pense, discuter les uns et les autres toute la nuit avec vous, continuer de vous poser des questions. Mais nous allons avoir la chance de vous avoir encore quelques minutes avec nous. Est-ce que vous nous ferez le plaisir d'un petit moment de dédicace aussi? Bien sûr, oui, bien sûr. Bon. Oui, tout à fait. Alors c'est un joli moment qui s'annonce encore. Je vous présente la suite du programme. Vous allez pouvoir donc de nouveau discuter avec Uber Eats, discuter aussi avec les acteurs des associations que nous avons récompensées ce soir. Et tout cela va se passer autour d'un cocktail qui va se dérouler sur votre droite. Vous êtes arrivé par la gauche, vous repartez par la droite. Derrière le rideau qui est là, et un cocktail vous attend. Un grand merci à vous d'avoir été là ce soir. On vous souhaite une excellente suite de soirée. Merci beaucoup à tous. Merci.